Écoutez, là on se retrouve sans nacelle. Quand vous allez en Alsace, en plus il y a des houblonnières qui vont être à 7 mètres. Du coup, on va avoir besoin de tracteurs, de nacelles pour aller mettre en place les fils qui vont venir accueillir les houblons et récolter. Nous, on a fait le choix de pouvoir travailler tout à la main et donc d'être sur la culture à 4 mètres. Sur ces houblonnières, on va avoir plusieurs variétés de houblons, plus ou moins précoces. On a une variété qui est plus précoce, qui est bien sortie, qu'on va aller voir après, qui est déjà bien un bon maître. Après, on a deux autres variétés, une qui va être à 15-20 cm, où on a déjà mis les fils. Une autre variété qui va plutôt être à 5 cm, où on n'a encore pas mis les fils. Et enfin une dernière qui n'est pas du tout sortie encore, où on a pu passer une dernière fois la ponte cette semaine, et puis qui va bientôt sortir. On a fait le choix d'avoir ces variétés avec des variétés très tardives et des variétés plutôt précoces pour justement pouvoir nous échelonner notre travail au champ de préparation et surtout les récoltes. Le houblon, les particularités des houblons, donc première chose, donc, plante grimpante, hein, c'est pour ça qu'il y a cette structure. Pourquoi des aussi grosses structures? C'est parce qu'on a une grosse masse de végétaux, en fait, de feuilles, de lianes qui vont se créer au fur et à mesure de la pousse. Et du coup, on va avoir besoin quand même de pouvoir tenir ces lianes qui, ici, vont aller à 4 mètres, mais qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Et après, les gros volumes de fleurs qu'on aura. Deuxième particularité, donc c'est un cannabicacé, donc la même famille que le chanvre. C'est-à-dire qu'il y a des plantes mâles, des plantes femelles. Donc nous, on cultive les plantes femelles pour avoir les fleurs. Donc c'est les fleurs qu'on va venir récolter donc au mois d'août. Autre particularité, donc c'est une racine, une plante qu'on peut appeler pérenne qui va durer 50 à 60 ans. Et c'est la racine qui va se développer chaque année en faisant pousser des tiges, donc des lianes, et c'est les lianes qui vont venir s'enrouler. Après on peut avoir des ravageurs, hein, donc comme les rongeurs, quand les années où on n'a pas assez de froid, qui peuvent venir manger les racines l'hiver, donc ça nous est arrivé. Une année on a perdu une grosse partie de nos racines. Il faut piéger et puis il faut renouveler la production. Voilà, donc après sur les variétés de houblon qu'on va avoir, nous on va avoir des variétés qui vont plutôt développer de l'amertume, on a des variétés qui vont plutôt être aromatiques, c'est ce qui va nous permettre après d'avoir différents types de bières. Voilà pour les houblons. Donc sur les houblons, nous sur chaque pied, on va récolter ce qu'on dit en frais, entre 300 et 500 grammes frais de houblon, ces petites fleurs, après qu'on va mettre sécher. Alors, au séchage, il nous reste à peine 10% du poids. Et nous, au total, sur l'année, on fait une trentaine de kilos. Et ce kilo nous sert en autoconsommation pour nos biens. En complément de la culture de houblon, donc on a quelques arbres fruitiers, donc une pêche notamment, qu'on va utiliser, transformer en sirop, et qu'on utilise aussi pour aromatiser nos biens. Après, on va avoir aussi des petits fruits. Donc on va avoir des framboisiers dans notre champ qui est dans le village. On a des fraisiers qui nous permettent aussi de faire des sirops. On n'utilise pas les fraises pour l'aromatisation des bières. Après on a des lignes de culture sur lesquelles on va venir mettre des courges et des melons. Alors les melons pour faire des sirops de melons. Et on met des courges parce qu'on fait une bière l'automne, quand on a suffisamment de courges, on fait une bière à la courge sur une base d'ambrée, ce qui amène un peu de porosité, un petit peu de texture. Et après on fait donc des plantes aromatiques. Donc les plantes aromatiques que je vous disais donc, dans notre champ à côté, plutôt pour l'aromatisation, donc des romarins, des sauges. Et on va aussi avoir des plantes aromatiques annuelles. Les plantes aromatiques annuelles, on va les mettre sous la serre. C'est pour ça qu'on a monté une serre. Sous cette serre, on a des plantes aromatiques aussi pérennes comme la verveine citronnelle et la sauge ananas qui ont besoin de rester en place toute l'année, qui ont besoin de chaleur, pas trop prendre le gel.
Et puis après, on va venir compléter avec des basiliques. On a différents types de basiliques, un grand vert, un cannelle. On va mettre de la gastache. La gastache, c'est une plante qui a un goût d'anis. Avec cette plante-là, on va venir faire un sirop d'anis. On va aussi mettre du piment de Bresse pour aromatiser une bière ambrée au piment de Bresse. On va mettre de la coriandre pour aromatiser une bière blanche. On va jouer un peu sur ces plantes-là pour pouvoir aromatiser nos bières. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les pieds de houblon qui sont le plus sortis. Donc nous qui restent en herbe une fois qu'ils sont sortis pour garder l'humidité, qu'on va commencer à arroser après, à partir de généralement de mi-mai. Et puis après, je vous expliquerai la méthode de séchage et puis confection des sirops et des bières. Donc on a une autre partie là-bas où les pieds sont pas encore sortis, et cette partie-là qui est la plus précoce. Donc là on a un beau spécimen. Et donc là vous avez une racine et toutes ces lianes-là, c'est toutes les lianes qui poussent autour de la racine. Donc après on va venir en enlever un petit peu quand on verra celles qui sont les plus fortes pour pouvoir donner plus de vigueur à la plante. Mais sur le principe, du coup, elles vont venir s'enrouler, elles s'enroulent un peu toutes seules, celles qui sont enroulées toutes seules autour des cordes qu'on a mis en place. Et puis donc, en fonction des variétés, d'ici juin, elles seront au-dessus des structures. Puis c'est là après où elles vont développer leur bouquet avec les petits pompons. Quand on repassera de l'autre côté, vous verrez, il y a une photo avec toutes les petites cônes qui servent justement pour qu'on récupère pour la production de bière. Voilà, nous on va récolter entre le 20 août et le 10 septembre. Après, au fur et à mesure des récoltes, chaque jour on récolte, puis on défait et on sèche le houblon, la fleur. Une fois qu'elle est sèche, là après on la met dans une poche plastique. On prend des poches plastiques réutilisables, on met sous vide et après on stocke au congèle. Une fois stocké au congèle, ça permet de bien conserver les houblons. Une fois les récoltes terminées, donc courant septembre, nous on termine les récoltes aussi de plantes aromatiques, sous serre, etc. Et après on va brasser toute la période hivernale, de mi-octobre, on va dire début octobre, mi-octobre, jusque début avril, avant de retourner au champ nettoyer, préparer les terrains. Voilà. On a vraiment un travail qui va être saisonnier. Première partie en ce moment on nettoie, on prépare, après on va récolter. Sur les sirops, on va les faire pendant l'été quand on va récolter justement les plantes fraîches, les fruits, etc. Après les houblons et puis fin d'année les brassins. Pour tous nos brassins aux fruits, là on va congeler les fruits. Donc toutes les prunes, les pêches, etc. Là on congèle et puis on les travaillera comme ça pendant l'hiver en congé. Voilà. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va aller en direction des séchoirs. Quand vous passerez sous la serre, alors, vous verrez à l'entrée, il y a un petit panneau. Vous avez une photo avec grosse masse et puis les petites boules vertes. Donc ça, c'est les fleurs de houblon qu'on récolte. Quand vous passez sous la serre, donc on a les plantes annuelles qu'on prend chez un collègue maraîcher en bio à Montré. Donc c'est lui qui nous fait nos annuels. Et puis donc après, on ira au séchoir. Pas de soucis. Combien de houblon de bière, Mais en moyenne on va mettre entre 600 et 800 grammes on va dire dans notre brassin. Après quand on va faire les hyper, donc des bières qui vont être beaucoup plus houblonnées, là on va en mettre plus du double. Voilà, ça dépend du type de bière. Après vous voyez, alors celui-ci il a pris la maladie, donc il a pris le gum. Ce houblon c'est un houblon sauvage, je l'ai laissé pour l'instant. C'est pour vous montrer un peu la taille que peut avoir les feuilles, mais il va être coupé dès la semaine prochaine, pour pas propager la maladie. Mais les feuilles peuvent devenir vraiment très très grosses. Là il est bien parce qu'il est à l'abri du vent, contre le mur, il a chaud. Et vous voyez par rapport aux petites feuilles qu'on voit sur les premiers pieds et puis la taille que ça peut avoir après, ça devient vraiment très gros. Et puis il va toujours chercher quelque part où grimper, quoi. Là c'est le même pied qui est à côté, lui il a tout de suite trouvé où aller grimper. C'est un peu la particularité. Quand vous avez des maladies, vous faites comment pour les soigner? Nous on utilise des purins de plantes. Donc beaucoup d'absinthe, absinthe notamment contre le puceron. Enfin voilà, on utilise plusieurs purins de plantes qu'on fait avec soit les plantes qu'on cultive, soit ceux qu'on ramasse à l'état sauvage. Alors quand on veut booster sur l'ortie, ça c'est connu. Mais voilà, beaucoup de purins d'absinthe aussi. Donc là les plantes qu'on achète à un collègue, on va le faire. Tu as trouvé ton origine. Oui. Oui. C'est bien Cyril.
là, c'est notre espace de transformation. Donc, on va avoir un sèche. Moi, j'ai pas de soucis. Oui, ça t'en est un, parce que là aussi, elle va. Vous allez bien couper, mais il a repoussé très vite. Oui, il pousse partout, moi, il y en a. Ça, là, c'est une moisissure. Hein. Ah, c'est une moisissure. Ouais, c'est les champignons. Les champignons. C'est des, sur le terrain, vous en avez partout. Vous retournez, vous en avez un autre là. Donc je les coupe au fur et à mesure. Bah bon, il y en a toujours qui passent. Vous voyez, vous en avez un là. Ouais, ça se propage, hein, c'est une plante. C'est un peu une plante organique, hein. Ouais, vous en avez un là, vous en avez un là-bas derrière, il y en a partout. Donc je les coupe au fur et à mesure, mais ils arrivent toujours à revenir. J'ai même vu qu'il y en avait vers les rosiers. Donc là, nos espaces de transformation, donc le séchoir qui a plusieurs fonctions dans l'année en fonction de la période. Quand on est sur le séchage des plantes, donc entre le 20 août et fin septembre, ça sert de séchoir. Hein. Donc on va avoir comme une boîte en bois avec des petites étagères sur lesquelles on met des clés, donc comme des gros tamis d'1 mètre sur 1 sur lesquels on va venir positionner les plantes. Dans le séchoir, quand il est en fonction séchoir, on va venir ajouter un radiateur pour que ça monte à 35 degrés, des ventilateurs et un déshumidificateur pour absorber l'humidité des plantes. Sur le séchage des plantes, donc sur les houblons, on sèche en 8 à 10 heures. Après, on va mettre, comme je disais tout à l'heure, en sac, sous vide, et on stocke au congèle. Là, on en a sorti un, alors ils sont moins, ils perdent de la couleur parce qu'ils sont stockés à l'air libre et au congèle. Hein. Et du coup, après, ça donne voilà, un petit sac comme ça, sous vide, qu'on va stocker au congèle. Sur les plantes aromatiques qu'on propose en tisane, après une fois que c'est sec, on va stocker en papier craft et puis on va fournir notamment les magasins de producteurs. Ouais. Quand on est donc là, fonction séchoir, après à partir d'octobre, on n'a plus besoin des séchoirs jusqu'en août de l'année prochaine. Comme on a des petits espaces et qu'on essaye d'optimiser, là on passe le séchoir en chambre chaude pour la bière. Donc, je vais vous expliquer après une procédure de fabrication de la bière. Mais là, du coup, ça nous permet d'avoir la petite pièce qu'on chauffe pour accueillir nos fermenteurs de bière et pouvoir faire fermenter nos bières. Et après, comme nous, notre activité saisonnière, quand on a fini de fabriquer nos bières, donc début avril, là, on s'en sert en pièce de stockage pour nos bouteilles, notamment, et les cartons, etc. Donc, voilà, on optimise l'espace, donc une pièce, 3 fonctions en fonction de l'année. Donc, vous verrez, après, vous pourrez aller voir, hein, on a mis un peu de tout. Vous avez en haut les clés avec les plantes, en dessous des cartons, et puis sur le côté on a un fermenteur voilà, pour montrer la place que ça peut prendre dans ce petit espace. Voilà, et ici donc c'est là où on a installé nos cuves, donc nos cuves qui nous servent à faire nos sirops et à faire nos bières. Enfin, on n'a pas les mêmes cuves. Pour les sirops, donc on fait des sirops sur en produit fini, ça fait du 50 litres, on fait ça dans des cuves de 100 litres. Pour faire du sirop, il nous faut à peu près 24 heures à partir du moment où on va le fabriquer jusqu'au moment où on va pouvoir le consommer. On va faire bouillir de l'eau. Dans l'eau qui bout, là on va venir mettre des plantes ou des fruits, l'équivalent de 100 grammes par litre de liquide. Et on va laisser macérer pendant 18 heures. Une fois qu'on a fini la macération, là on va venir filtrer pour récupérer l'eau infusée. Cette eau infusée, on va la mettre en ébullition pour aseptiser. Et une fois qu'on l'a mis montée en ébullition, là on va venir rajouter du sucre, équivalent de 800 grammes par litre, pour pouvoir fabriquer nos sirops et le conserver. Voilà, c'est plus que la confiture. Et là on laisse en ébullition au moins une demi-heure. Et une fois qu'on a laissé au moins une demi-heure, et là on va mettre directement en bouteille quand c'est bouillant, pour pouvoir, et on ferme pour pouvoir conserver. On laisse refroidir, puis après on peut consommer tout de suite. Et ça se conserve très longtemps. Voilà pour le sirop. Pour la bière, c'est un petit peu plus long. Parce que pour la bière, on a plusieurs étapes. On a surtout des étapes d'attente pour la fermentation. Donc quand on va fabriquer nos bières, on va avoir besoin déjà de beaucoup d'eau. Après, on va devoir utiliser des céréales. Donc on travaille avec les agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté en bio qui produisent les céréales pour un ensemble de brasseries du coin et qui les font malter en Allemagne et puis qui nous les font livrer ensuite une fois par an. Donc en avril, généralement, on utilise comme matière première principale en céréales l'orge, de l'orge, ça ressemble à ça quand on le reçoit. L'orge, pour pouvoir l'utiliser et fabriquer de la bière, on va devoir le concasser, donc en farine grossière. Cette farine grossière,
On va en faire une infusion dans de l'eau qu'on a mis à 66-68 degrés dans notre cuve. Je vous ai pas dit, nous on brasse en 300 litres. Donc on fait chauffer de l'eau dans notre cuve de 300 litres avec un fond filtrant, comme ça. Garder les céréales au-dessus, c'est ça le cas. Donc on va infuser nos céréales pendant 1 heure, 1 heure et demie en fonction des recettes, dans de l'eau qui est à 66-68 degrés. Et une fois que ça a bien infusé, on va filtrer pour récupérer juste le jus, le mou des céréales. Ce mou de céréales, enfin ce jus de céréales, ce mou, lui on va le monter en ébullition. Pareil pour que ça aseptise. Une fois qu'il est en ébullition, c'est là où on va pouvoir mettre nos houblons. Donc nos houblons, hein, qui ont été stockés au congèle, sous vide, on laisse infuser dans le mou en ébullition, on laisse en ébullition. On laisse infuser, pareil, en fonction des recettes, 1 heure, 1 heure et demie. Une fois que c'est infusé, là, on va devoir filtrer le houblon, donc enlever le houblon, et faire redescendre le plus vite possible le mou qui est en ébullition à 20-23 degrés, en fonction des levures qu'on veut utiliser, pour pouvoir le mettre en fermentation. Les levures, pour qu'elles puissent travailler, elles ont une température. En fonction de si on fait de la fermentation haute ou basse, on va devoir respecter les températures. Si on fait de la fermentation haute majoritairement, donc généralement, il faut que notre mou il soit à 20-23 degrés en fonction des levures. Donc quand c'est à cette température-là, on passe dans les fermenteurs. Et là, dans les fermenteurs, on va mettre de la levure. Différents types de levure, hein. Donc on met les levures et c'est les levures qui vont faciliter le travail, faire le travail pour qu'il y ait de la transformation en alcool. Et donc on laisse 1 jour, 3 semaines en fonction des bières que l'on a fait dans notre séchoir qui sert à ce moment-là de chambre chaude, à 20-22 degrés pour que la transformation d'alcool se fasse. Une fois que la transformation d'alcool s'est faite, là on va pouvoir passer en bouteille ou en fût de service, donc pour faire de la pression. Mais là il va falloir qu'on fabrique les bulles. Pour faire les bulles, on va rajouter du sucre. On rajoute du sucre dans les bouteilles ou dans les fûts de service. Et puis même chose, on laisse encore travailler, transformer, faire venir les bulles. Pendant encore 2 semaines, idem à température à 20-22 degrés, en bouteille ou en sucre. Là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir consommer la bière. Elle a des bulles, elle a de l'alcool. Voilà. Donc il s'est passé 4 à 6 semaines en fonction des bières, des températures qu'on a eues. Voilà. J'ai vu que les céréales sont maltées. Oui, les céréales sont maltées. Alors si on ne peut pas utiliser les céréales crues, c'est-à-dire qui sortent du champ directement, parce qu'elles n'auront pas les bonnes enzymes, les bonnes propriétés pour pouvoir fabriquer de la bière, enfin de l'alcool. Du coup, en fait, le maltage, alors c'est un métier à part entière, hein, mais le maltage, en fait, ça consiste à faire tremper les céréales, je veux dire, en gros, hein, faire tremper les céréales dans l'eau pour qu'elles germent. Une fois qu'elles ont germé, les malteurs cassent le germe. Et après, ils vont les faire sécher et les torréfier. Et c'est en fait le fait que ça ait germé, ça permet de libérer d'avoir certaines propriétés qui vont faire qu'on pourra faire. Si on ne fait pas cette germination, c'est Ça, vous dites, c'est en Allemagne qu'ils le font. Là, nous, les agriculteurs avec qui on travaille, ça se fait avec l'Allemagne. Il y a peu de malteries, il y a quelques malteries en France. Quand même, oui. Oui, il y a quelques malteries, il y a des grosses malteries, hein, comme Soufflé. En Belgique, on a malterie Château, puis après, il y a des malteries artisanales. On a malterie des Volcans en Auvergne, il y a Maltilpot, je crois qu'ils sont en Auvergne aussi, ou en Rhône-Alpes, il y en a plusieurs quand même. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, pour le moment, il y a une petite malterie qui existe, qui fait encore des petits volumes. On n'a pas de malterie qui permet d'acquérir autant de volume actuellement que de côté. Voilà. Donc voilà, donc vous voulez voir donc, sur nous, des petites pièces. Hein. Donc la petite pièce qui sert de séchoir multifonction, hein, comme je disais, séchoir, chambre de fermentation haute, stockage. Voilà, c'est tout petit. Et puis après, les filiques qu'on a réaménagées pour accueillir les plaques filiques en fonction d'octobre à fin mars, donc avec nos cuves de 300 litres, uniquement une pompe hein, pour transvaser, nous on fait tout à la main. Et voilà, et puis au fond, nos fermenteurs qui sont en 200 litres. Très attention, c'est bas, bien sûr. Voilà. Et puis après, on pourra vous proposer une dégustation. Voilà. Et je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, sur on fait des sirops aux fruits. On va faire pêche, prune, fraise, melon. On fait des sirops au flan. En flan, on fait des verveine,
C'est de l'Artemisia cola, c'est une plante à cola. Au magasin de producteur, plage, foire, salle. Oui. C'est pas... Oui. C'est pas... Dans une bouteille.